Surpris par la nuit. Royaume forain. Piste, les transmissions du cercle. Une des spécificités aussi du cirque, c'est qu'on n'a pas un rideau de fond qui nous permet de faire apparaître un décor, disparaître. Le cirque a des contraintes Johan Le Guilherme. qui dirigent énormément toute l'écriture. Donc le fait aussi d'amener, c'est un espace qui est vide, donc où il n'y a rien. On doit amener des choses, les faire sortir. Donc techniquement, il y a énormément de choses qui contraignent la mise en scène. Et ça, c'est pas rien déjà dans l'écriture d'un spectacle. Enfin, c'est une grosse contrainte qui n'a rien à voir avec la scène, quoi. L'émergence du nouveau cirque, qui connaît son apogée dans les années 80, va dominer la scène circulaire, imposant ses codes et son esthétique. Le grand récit millénaire des arts forains se voit déconstruit, parfois renié, pour s'opposer au cirque dit traditionnel ou classique. La transformation progressiste ne laisse rien des modélisations anciennes. Abandon de la structure cognitive des numéros, qui s'apparentait à l'enchaînement complexe et analogique des rêves ou des contes, effacement de l'architecture physique et métaphysique fondamentale, le cercle, remplacement de la logique de la sensation, pour reprendre Deleuze, du risque et de l'exploit, par des dramaturgies théâtrales ou chorégraphiques. Exclusion presque totale, hormis le cirque équestre, de la présence animale. Primat du texte et de la scène théâtrale sur l'art du corps. La liste serait longue des disciplines qui disparaissent et des ruptures avec les anciens maîtres de la piste. L'équivalent circassien des trésors vivants japonais, de No ou de Kabuki, sont désormais marginalisés, sans pouvoir transmettre. La mémoire vivante de la tradition cesse d'innerver l'enseignement. Cette période semble se clore aujourd'hui, et les pisteurs actuels de se retourner vers les legs ancestraux du cirque classique, comme l'apprentissage de l'anthropologie sous-jacente à toutes ces techniques. Au centre de ce retour vers le futur, la question de l'école. En fustigeant les dynasties et les familles de cirque, on a oublié qu'elles étaient des modes de production indépendantes, hors des cadres institutionnels, que la transmission par le chapiteau, l'itinérance, avait des règles, des procédures propres qui permettaient le passage du témoin. Plusieurs générations témoignent de ce tournant crucial pour ce dernier volet de la série Royaume forain. Stéphane Ricordel et Laurence de Magalaès. Ce qui s'est passé dans les années 80, c'est-à-dire que les premières écoles de cirque sont arrivées avec Sylvia Montfort et Fratellini. Donc tu as eu une porte ouverte à des jeunes de pouvoir s'inscrire dans une école de cirque sans avoir un passif circassien. Donc on a tous eu un intérêt dans une discipline artistique quelconque, que ce soit la musique, le théâtre, la danse ou rien, pour certains d'entre nous, et on a pu se confronter à ces arts du cirque. Et qu'est-ce qu'on a aimé là-dedans, enfin dans ces écoles de cirque, c'est d'apprendre une discipline qui nous paraissait de toute manière improbable parce que c'était lié aux familles et à la transmission familiale. Donc d'un seul coup on se retrouve dans une école de cirque tous ensemble à apprendre une discipline de cirque. Et donc mine de rien, nos références sont malgré tout le cirque traditionnel, c'est-à-dire qu'on a vu des cirques traditionnels, on a vu des gens qui commençaient à faire des choses un petit peu différentes entre l'agit-pop, le théâtre un peu particulier, des choses comme ça. Donc voilà, une espèce d'attrait pour cette vie un peu originale, hors du théâtre, hors de la musique, hors de la danse, avec une discipline de cirque. Donc nos références sont les chapiteaux. On a fini nos écoles, on s'est retrouvés artistes de cirque, on a cherché du travail. Je parle un peu pour nous tous, des années 80, sortis d'école de... Tu te retrouvais dans l'école Porteur, tu te retrouvais dans pas mal de gens. Cette génération, voilà, on est assez nombreux à être passés, à avoir le même parcours. Jérôme Thomas, l'école Porteur, Gauche, nous... Aligre aujourd'hui Zingaro. Pas Plume parce qu'ils sont pas ce parcours-là, c'est pas la même Plume, chose. non, mais Cirque du Soleil sont un peu passés par là aussi. Enfin voilà, on est toute une espèce de génération comme ça à être passé là. Donc d'un seul coup, voilà, on se retrouve artiste. Donc on a cherché du travail. Donc pas mal d'entre nous, on a fait la démarche d'aller dans un cirque traditionnel parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot non plus. Donc on s'est retrouvé dans des cirques traditionnels avec nos numéros un petit peu contemporains, en tout cas avec une espèce de dynamique un peu différente.
On a vu ce que c'était que le cirque traditionnel, ça nous plaisait dans ce mode d'itinérance, dans cette vie complètement loufoque, mais en même temps on s'y retrouvait pas artistiquement, parce qu'entre les roulements de tambour, les chèvres et les chevaux, c'était pas notre truc. Donc voilà, une expérience pour chacun d'entre nous à travers ça, et puis d'un seul coup, chacun commence à monter sa compagnie, à imaginer son histoire. Quand même, du traditionnel, tout le monde est parti au Cirque du Soleil, Oui, c'est quand même toute cette génération. Une grande usine à formation. Qui a été une grosse entreprise de avec démarche. un fonctionnement complètement différent, avec une prise en charge des artistes totalement différente, une espèce de reconnaissance de l'artiste. On est presque devenus des stars en étant au Cirque du Soleil, enfin on nous faisait croire qu'on était des stars. Avec un rêve de l'étranger aussi. Avec un rêve, avec de l'argent, plein de choses qui arrivent en même temps. Adrienne Larue. Lorsque j'ai décidé de créer une compagnie, dans mon esprit, elle était itinérante. Et l'époque de Jacques Lecoq, c'était déjà en train d'exploser. On était en 67, d'exploser les codes. Il y avait Peter Brook qui venait régulièrement, qui disait « on prendra la route, y a-t-il une grammaire, y a-t-il un langage au niveau du son, du corps ?» Il y avait le Living Theatre avec qui j'allais improviser régulièrement. Donc je pensais que j'allais faire ma compagnie et inventer quelque chose. Et dans ce contexte-là, mais vraiment dans le journal, je sais pas qu'est-ce qu'on lisait à l'époque, Libé ou je sais pas quoi, il y avait cette annonce très étrange, Annie Fratellini et Pierre Etex ouvrent une école de cirque. Et moi, je m'étais déjà donné les moyens d'avoir une troupe. J'avais une espèce de pavillon en banlieue où on répétait dans des hangars. On faisait du théâtre de rue. Puis en 68, on faisait du théâtre militant. On faisait des pièces à la porte de Renaud-Billancourt. 68 était à la mode, donc on n'arrête pas de me re-questionner sur ces... Donc oui, j'ai fait du théâtre de très tôt dans le cadre de mon engagement à la gauche prolétarienne. Et puis ensuite, la chose la plus porteuse et la plus vivante m'a paru de prendre un chapiteau, de prendre la route, de perfectionner mon entraînement corporel. Et je vivais chez Annie et Pierre un monde possible. C'est-à-dire qu'ils étaient porteurs, mais pas tant que ça, de la tradition, puisqu'Annie Fratellini n'avait jamais fait de cirque. Elle s'était elle-même séparée de ce monde-là en étant musicienne de music hall. Enfin, je ne sais pas quels sont les termes. Et je me suis dit, là, je vais rencontrer, grâce à elle, des vieux maîtres d'acrobatie. Donc, grâce à Annie, j'ai été formée par des artistes fabuleux qu'elle était allée rechercher elle-même, des artistes qui avaient décroché, on va dire, au moment de la guerre, puis qui étaient revenus, et puis qui sans doute n'auraient jamais refait de cirque, si ce n'est pour l'appel de Pierre Etex et d'Annie Fratellini. Cette génération qui a duré à peu près 5-6 ans, on a été pioché un peu partout à droite ou à gauche, on a été dans les cirques traditionnels, on en a pris ce qu'on aimait et on a rejeté ce qu'on n'aimait pas. Donc là, il y a eu un vrai mélange qui s'est fait, enfin une espèce de continuité, un peu comme la danse contemporaine et la danse classique, où la danse contemporaine est née un peu de la danse classique. Quand même, à la base, les danseurs contemporains étaient des danseurs classiques et en ont fait quelque chose de nouveau. Et puis après est arrivée une génération de danseurs contemporains qui n'ont jamais fait de danse classique et qui ont été en rupture avec la danse classique totale. Et là, Châlons est arrivé, et c'est un peu ce que ça a créé. C'est-à-dire que l'institutionnalisation de l'école de cirque de Châlons, avec à la tête quelqu'un comme Turin, qui avait quelque chose dans la tête, qui venait des arts plastiques et tout ça. Donc effectivement, la génération des élèves de Châlons se sont retrouvés complètement en rupture avec le cirque traditionnel. Mais il y avait nous comme interface. C'est-à-dire que nous, on était un peu des représentants, un peu ringards des premières écoles de cirque pour les jeunes de Châlons, et en même temps un peu des références. Enfin, il y avait une espèce de déséquilibre comme ça, qui fait que des gens comme Johan ou des gens dont tu parles sont revenus vers nous, et non pas vers le cirque traditionnel, mais vers nous qui étions l'interface. Pour faire la transmission. Pour faire cette transmission. Moïse Touré, metteur en scène, a travaillé en 1999 avec les élèves du Centre national des arts du cirque sur le spectacle Fragments de désir. Spectacle présenté à la Cité internationale de Paris. Il accompagne actuellement les élèves de la promotion 2009. Déjà, je pense que la tradition du théâtre, elle s'inscrit sur un temps plus long, plus maîtrisé, qui est vécu, le temps est vécu. Et il me semble que la tradition du cirque, ce qui est un peu complexe aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture. Et cette rupture fait apparaître que le mode de transmission est plus complexe, pour moi. C'est-à-dire que le rapport à la transmission au niveau du cirque est plus complexe, puisque
on n'a pas de lien direct avec la tradition. Quand on a un lien direct comme le théâtre avec la tradition, je dirais la transmission, j'ai envie de dire, est plus aisée quelque part. On peut dire que c'est plus aisé. Là, je dirais, il faut, parce que pas inventer, c'est pas inventer, mais il faut presque faire entendre aux élèves l'idée qu'il y a une impossibilité de travail parce que, par exemple, je prends un exemple. Il a fallu quand même que je leur explique comment on accueille un maître. C'est là quand M. Georges Lavaudan se déplace pour aller voir ces élèves-là, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, il faut leur expliquer. Là, ce n'est pas un professeur, ce n'est pas un metteur en scène X qui vient vous voir, c'est un maître. C'est un maître qui vient vous voir, donc le rapport est différent. Donc, à chaque étape, il faut définir pour eux l'enjeu de la transmission et les valeurs de cette transmission. Paola, élève du CNAC, 19e promotion. Alors moi je viens d'Argentine, du coup école c'était un truc qui n'était pas très connu. Une copine m'appelle pour me dire qu'il y avait une école de cirque effectivement et qu'elle était capable de balancer 3 balles, de jongler avec 3 balles et elle avait appris ça dans 2 semaines. Et du coup je croyais pas que ça prenait parce que le cirque c'était un truc vraiment de famille et l'imaginaire c'était un truc spectaculaire. Moi j'avais fait un petit peu de la gym, j'ai toujours bougé et du coup ça m'a vachement attirée. Je commençais en loisir et puis au fur et à mesure moi je continue mes études à côté et ça s'est devenu de plus en plus fort et jusqu'au point d'avoir fini ma carrière mais pas au point de passer mon diplôme mais j'ai tout arrêté pour partir avec le cirque. Et pourquoi vous n'avez pas, par exemple, fait ce qui est une chose traditionnelle, c'est-à-dire d'intégrer un cirque traditionnel et de suivre son enseignement, quitte à le quitter plus tard? C'est ce que je fais. Je l'ai fait. Ah, comment ça s'est fait? Eh ben, mes profs ils sont de frères de familles traditionnelles. Moi, j'ai travaillé pas mal dans des cirques traditionnels en Argentine et au Brésil. Et ça fait longtemps que j'entends parler de Chalon, mais c'était la France, c'était loin, c'était cher, c'était impossible. Du coup, j'ai attendu 10 ans pour pouvoir venir et voir que c'était pas si impossible que ça, que c'était pas si cher que ça, que si on avait vraiment envie, on pouvait. Vous aviez déjà l'idée de faire du trapèze à ce moment-là, quand vous travailliez avec les traditionnels ou Ah oui, quand je commençais avec le trapèze. Et est-ce quelque chose que vous avez appris là-bas et qui vous servent encore aujourd'hui? Oui. Par exemple, endurance au niveau travail. Chez moi, on a un autre rythme de travail. On fait de 2-3 spectacles par jour. Chaque spectacle dure 2 heures ou un truc comme ça. On n'est pas sur scène tout le temps, mais on a 3 à 4 sorties par spectacle, changement de costume et tout ça. Et du coup, c'est un rythme assez soutenu qui t'apprend vachement. Endurance, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est la vie, comment on se débrouille avec le froid, la chaleur, parce qu'il n'y a pas de ces chapiteaux chez moi. Du coup, quand il fait froid, on a vraiment froid, et vraiment on sort avec des bardeurs comme ça, paillettes avec 100 degrés, ou quand il fait trop chaud et tu es couvert jusque-là, tu apprends aussi un peu à gérer le truc. Est-ce que c'est en plein air Non, mais les toiles sont pas, c'est comme c'est les jours de toile. D'accord. Du coup, on se trouve à 3h de l'après-midi en train de faire un spectacle avec le soleil qui tape, avec les lumières aussi, que ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on voit à travers. Mais voilà, on apprend. J'ai appris aussi qu'on peut vivre avec vraiment beaucoup moins de ce qu'on a d'habitude. Moi, je suis née, j'ai vécu la plupart de ma vie à Buenos Aires, c'est une grosse ville. Et tout d'un coup, je me suis trouvée à aller chercher l'eau à 2 km et à vivre dans un camion divisé par 6. Un gros camion pour transporter la viande. Et du coup, ça change pas mal les données. Et quand on voit qu'on est capable de s'adapter à ça, si bien ce n'est pas les meilleures conditions de vie, on peut vivre et s'entraîner et travailler quand même comme ça. Bouglione, c'est mon nom de jeune fille. Maintenant, je m'appelle Alexandre Romanès. Et le cirque est assez mal vu quand même. Hein. Et là, il y a encore un lien, on pourrait dire ça, quoi. J'ai connu l'époque, moi, les choses ont un peu changé
D'ailleurs, elles ont un peu changé grâce au nouveau cirque. L'image a un peu changé. Mais j'ai connu l'époque où, quand on disait je suis un homme de cirque, c'était un petit peu comme si on avait dit je suis un macro. C'est-à-dire vous étiez aussi bien vu. C'était assez dur quand même. Hein. Il y avait un mépris énorme. Le cirque romanesque, c'est très bizarre parce que moi, mon idée de départ, c'était... d'abord, je faisais de la musique baroque. Et puis, j'étais toujours en voyage. Et l'idée, c'était de rester quand même avec ma femme et les enfants. Et donc, je me suis dit, bon, moi, j'avais fait une croix sur le cirque. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'aime pas le cirque. Alors, j'aime pas le cirque, mais le cirque, comme on le fait nous, ça va. Ça m'amuse, j'aime bien. Je dis pas que c'est extraordinaire, hein, mais j'aime bien. Et alors, l'idée de départ, c'était d'arriver, j'ai dit, mais qu'est-ce que je sais faire en dehors de la musique et du cirque? Et au moins, en revenant au cirque, j'ai dit, je vais monter un tout petit chapiteau, puis là, je pourrais rester avec mes enfants et tout ça. Et l'idée, c'était, on va faire un tout petit spectacle, je vais prendre 3 musiciens de Zigane, on va faire un petit spectacle avec les enfants, j'avais un cousin que j'ai fait revenir, une cousine à moi aussi, et puis... je dis, si on trouvera des terrains vagues dans les villes, on se trouvera un petit emplacement, le chapiteau fera 15 ou 16 mètres, il faisait 16 mètres. On aura 3-4 caravanes et puis c'est tout. Et l'idée, c'est qu'on arriverait à manger et à mettre du gasoil, de l'essence dans le camion pour aller à la ville d'à côté. Moi, j'ai pas visé plus que ça. Il se trouve qu'on a eu énormément de succès. Mais je l'ai pas voulu à la limite. J'ai envie de dire que ça m'a un peu... ça m'a presque contrarié. Vous voyez, j'étais pas parti sur ça. Et c'est comme ça que je suis revenu au cirque. Et alors, on a encore une bizarrerie, c'est que... vous savez qu'il y a le public du cirque traditionnel et il y a le public du nouveau cirque. On a les deux publics. La salle, la moitié, c'est du public traditionnel, l'autre. Et alors, je crois qu'on est le seul cirque en France qui fait ça. Et puis, les gens n'arrivent pas à nous définir. Personne ne peut dire, vous êtes dans cette case ou dans l'autre. Bon. Et une chose que je trouve quand même très jolie, ça, c'est quand même assez surprenant, c'est qu'ils disent, vous êtes le cirque le plus poétique. Et puis, moi, je me suis un peu creusé la tête parce que je me disais... À un moment, je me disais, quand même, c'est un peu bébête tout ça. Faire du cirque, c'est pas très intéressant. Et puis, j'essayais de voir, mais est-ce qu'on a une utilité ou pas? Et les gens nous disent, mais votre spectacle nous donne du courage. Donc, je suis arrivée élève chez Fratellini avec un désir d'itinérance, avec un désir d'aller dans des contrées à droite et à gauche en faisant un spectacle qui serait lisible par-delà le langage, par-delà le texte. Et il m'a semblé que le cirque restait le dernier lieu porteur de travailler avec son corps, mais où il y aurait quand même du sens, où il y aurait tous les grands mythes, voler, tomber, la férocité, l'équilibre, voilà. En gros, c'était ça mon choix, d'aller chez Fratellini. Et je crois que je ne me suis pas trompée parce qu'il faut se remettre à l'époque. La notion d'école de cirque n'existait pas. On n'apprenait pas le cirque à l'école. C'était un monde fermé, de l'extérieur. Mais j'ai découvert après le monde traditionnel très ouvert. Je me souviens Loulou Moustier nous racontant des choses. Quand il rencontrait en route 2 plombiers zingueurs au fin fond entre Aurillac et je ne sais pas quoi, qui avaient inventé dans un garage un super numéro d'acrobatie, il le prenait. C'est pas vrai que les traditionnels sont des gens fermés. Le monde de la tradition a toujours attrapé au passage des drôles de gens qui avaient monté un numéro. Et si c'était bizarre, décalé, avec le corps engagé, ça pouvait faire partie d'un numéro traditionnel. Contrairement à ce qu'on nous enseignait. C'est-à-dire que je pense que le monde de la tradition fut à une époque totalement ouvert. La mondialisation nous a obligés. On a cru, à un moment donné, en finir avec les traditions. On s'aperçoit que
la mondialisation qui nous amène vers une vision globale ne peut pas être une réponse aux communautés dans lesquelles on appartient. Donc quand il y a communauté, il y a forcément un territoire, il y a forcément du local. Et dans cette communauté-là, à un moment donné, elle va puiser où? Elle va puiser finalement dans la tradition. Et donc on peut dire aujourd'hui que l'idée, au fond, qu'on pourrait se passer de ces strates de compréhension qu'est la tradition sont impossibles. Donc, alors, est-ce que l'école est le lieu? Effectivement, c'est une question. C'est une question aujourd'hui parce que l'école a voulu à un moment donné incarner à la fois la modernité, a été le lieu de l'enseignement de la modernité. Et en ça, elle a fait son travail, ce qui est normal, elle était le reflet de la société. Et aujourd'hui, la demander d'être encore le lieu de la tradition, je crois que c'est difficile. Je crois que c'est presque les pratiques, les individus, les pratiques, les parcours, les communautés, comme tu dis, c'est-à-dire le populaire, qui peuvent encore être source Donc il faut que l'école se rebranche sur les communautés, se rebranche sur les récits, se rebranche sur les parcours, se rebranche sur les maîtres, pour avoir encore des sources de tradition. Alors on a monté notre premier spectacle en extérieur. Notre première idée, c'était le trapèze. Pour nous, c'est un élément de cirque, mais d'un seul coup, on s'est dit, le trapèze, on est capable d'en faire un spectacle à part entière. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. On va faire du trapèze et on va sortir le trapèze du cirque. Ça, c'était notre première grande idée, qui n'était pas plus développée que ça, mais donc, comment faire du trapèze? On a inventé une structure et on a monté un spectacle en extérieur. Alors pourquoi en extérieur? Parce que déjà des problèmes de budget pour... Même pas on imaginait un chapiteau au tout départ, c'était du trapèze. Il n'y avait pas d'envie en plus. Et en plus il n'y avait pas d'envie, il y avait vraiment l'envie de sortir le trapèze de son contexte habituel du cirque et d'en faire un spectacle à part entière. Donc on fabrique une structure, on se retrouve en extérieur parce que c'était quand même aussi pas mal la mode et la possibilité de pouvoir travailler. Les festivals de rue, C'était en plein essor, parce que là dans les années 90 c'était la rue qui était en plein essor, c'était pas le cirque. Bien sûr. C'était la rue. Aurillac, etc. Tout à fait, c'était vraiment le boom, ouais. Donc voilà, et puis spectacle gratuit. Ça veut dire quelque chose, mine de rien. Enfin, d'avoir comme ça un accès à un public non captif et à toi de le captiver en montrant ton spectacle dehors. Les gens ils peuvent très bien partir, hein. Tu peux te retrouver avec une foule de 5000 personnes et puis d'un seul coup à la fin de ton spectacle 3 personnes parce que c'est mauvais. Donc voilà, tu as une confrontation directe avec un public, une façon différente d'aborder ces choses-là. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et on a fait 50 tournées avec notre premier spectacle qui a eu énormément de succès. On s'est retrouvé effectivement devant des foules monstrueuses. Le spectacle a été bien perçu, bien apprécié. Nous, on a réussi notre pari de sortir le trapèze de son cadre traditionnel et en tout cas d'en faire un élément à part entière et un spectacle à part entière. Et on a pris un pied monstrueux à jouer à travers le monde entier. C'était magnifique. C'était génial. Magnifique. Mais après, nous, on est quand même des perfectionnistes, c'est-à-dire que le trapèze, ça te demande de répéter tout le temps, d'être tout le temps en activité physique. Et on a toujours été perfectionnistes, on a toujours aimé travailler, beaucoup. Et cette itinérance ne te permet pas de travailler. Donc on était frustrés par rapport à la qualité du spectacle. C'est-à-dire qu'on avait fait un spectacle correct. Les gens ont été très surpris et ont été admiratifs de notre travail, tout ça. Mais nous, on n'était pas suffisamment contents. Et on savait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin au niveau du trapèze. Et c'est vraiment ce qui nous motivait. Donc au bout de la 3e année, est réintervenue l'idée de s'enfermer à nouveau et de se mettre dans un chapiteau. Enfin, en tout cas, de trouver un moyen de pouvoir se poser plus longtemps sur place. Donc de travailler plus, donc d'avoir un spectacle de qualité un peu plus important et d'avoir des conditions, des conditions de vente plus intéressantes, puisque d'un seul coup tu te retrouves avec une billetterie, donc un acheteur potentiel qui pouvait te prendre sur plus de dates. Enfin tout ça était... Donc une fois qu'on a mis tout ça à plat, on s'est dit ben voilà, on va pas se remettre dans un chapiteau, puisqu'on a voulu sortir le trapèze du chapiteau. Donc c'était quand même notre discours. Notre discours, et puis c'était pas que un discours. Enfin tu vois... Donc voilà, se réenfermer, comment on fait? On est aérien, on n'a pas besoin d'accroche, puisque de toute manière, nos structures à nous sont déjà autoportantes, vu le monumentalisme dans lequel on était parti, et que nos structures de trapèze sont des structures portantes elles-mêmes. Donc voilà, toutes ces considérations-là arrivent, donc on ne veut pas un chapiteau, on ne veut pas être en théâtre, on veut pas être parce qu'il n'y a pas la hauteur, et que finalement on est quand même des circassiens, et qu'on aime bien le côté manouche et les camions et les choses comme ça. Donc voilà, et puis on se retrouve dans un festival, au Festival du Vent. Et ça, c'était la première année, en fait, des Arceaux. La première année des Arceaux, donc première année, donc on ne pensait pas du tout à se réenfermer. Sauf qu'à ce Festival du Vent, on rencontre Hans-Walter Müller, architecte allemand, qui a une petite bulle sur la plage dans laquelle il y a un concert des Têtes Raides, non pas de la Tordue. La Tordue qui venait juste de démarrer. La Tordue qui n'était pas connue du tout,
qui font un concert dans cette petite bulle, une bulle qui fait 8 mètres de haut, un petit volume sur la plage, et la mer rentre. Et il y a la marée qui rentre dans la bulle, et on a les pieds dans l'eau, et on regarde le concert de La Tordue, qui sont pas connus, mais qui ont l'air vraiment sympathiques. On aime bien leur musique, et une belle ambiance. Donc voilà, cette petite bulle est dans notre tête. À l'époque, en rencontrant Walter Muller, on dit « Ah, mais c'est génial, le concept, c'est super, il n'y a pas de mât. » Enfin, tu vois, tout ce qu'il y a dans un chapiteau qui nous gênait, cette espèce de volume complètement... Enfin, ça n'a aucun rapport avec le cirque, tu vois. T'es dans de l'air, c'est gonflé, c'est de l'air, donc nous, on est aérien, là, c'est gonflé à l'air. Il n'y a pas de mât, il n'y a pas de problème de visibilité, il y a plein de choses qui nous touchent là-dedans. Une acoustique intéressante. Une acoustique complètement folle. Donc voilà, on repart sur les routes, on va en Australie, on va voir un cinéma en plein air en Australie, où on est allongé dans des transats avec des portes coca. Et on voit un immense film sur un écran géant, allongé dans des transats avec des coca, et chacun dans son transat, et on est sur une grande pelouse, c'est magnifique. Et puis en fait, on regarde et l'écran, il est là-haut. Et là, on sort de là, on dit, c'est génial pour voir du trapèze, parce que nous, notre public, il est debout. Des transats allongés comme ça pour voir du trapèze, c'est génial. Et puis voilà, on commence à penser au deuxième spectacle, et là on met tout à plat, on dit on ne veut plus être en extérieur parce que c'est plus gérable. Donc hop, la petite bulle revient à notre tête. Dans une bulle, on ne veut pas mettre des gens debout, parce que là, il faut qu'ils soient assis, on ne veut pas un gradin, on veut pas... Hop, les transats d'Australie reviennent, et puis c'est comme ça qu'on est parti sur la bulle et les transats. Tite, élève du CNAC, 19e promotion. Par hasard, j'ai rencontré une compagnie de cirque en Bourgogne, le Pirouette Circus, qui m'ont accueilli et qui m'ont refait travailler l'acrobatie, le fil, la jongle, le trapèze, même de la corde, enfin des équipes, plein de trucs, qui m'ont dit il faut présenter l'école à Rosny-sous-Bois en formation. Du coup j'ai présenté, voilà, et puis j'ai été prise. J'ai un peu claqué des doigts et après je suis arrivée à Châlons et puis maintenant je suis là, quoi. Vous avez fait un peu la même, mais bon, pas avec cette distance géographique, vous avez fait un peu le même saut vers une école, vous êtes passé par Rosny, c'est ça? Ouais, mais Rosny c'est pas du tout pareil. Oui, je sais. Quand je suis arrivée à Rosny, je me demandais si c'était du cirque ou si c'était pas du cirque. Enfin, c'était voilà, c'est comme c'est un univers qui est Rosny-Châlons, c'est un cursus d'école et c'est contemporain, quoi. Donc il n'y a rien à voir avec le cirque traditionnel et au début c'était vraiment bizarre. Je me demandais si j'arrivais vraiment dans un cirque ou est-ce que c'est ça le cirque ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de danse, de théâtre, de musique aussi et discipline de cirque. Mais il y a autant de danse, de théâtre que de cirque presque. Comment vous l'avez reçu cette différence-là? Vous vous êtes dit ça va être un plus pour moi. Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler comme je veux travailler? Comment vous avez ressenti ça au départ? Je me suis dit que c'est bien d'aller voir partout, tous les univers, et que si le cirque ne correspondait pas, peut-être j'irais en théâtre, ou en danse, je savais pas. Donc c'est bien, quand tu connais pas, d'aller et que vous pourriez voir. En même temps, tout en captant ces autres matières, ces autres disciplines, continuer à travailler votre fil et à l'approfondir en fait, puisqu'à un moment vous choisissez le fil pour vous définir. Ouais. Le fil s'est tombé un peu comme ça. Moi à la base je voulais vraiment faire de l'acrobatie, puis ils m'ont dit non, c'est pas pour les filles. Voilà, ça c'est un truc complètement machiste un peu. Et donc voilà, je suis arrivée sur le fil parce que je tenais dessus, je me débrouillais bien et puis voilà. Et là au fur et à mesure de mes années à Châlons, je penche de plus en plus vers le clown aussi. J'ai envie de presque plus travailler sur le clown et si garder le fil aussi, mais c'est pas incompatible. C'est pas évident, mais pourquoi pas. Et vous imaginez par la suite, donc entre le clown et le fil, extrapoler votre propre cirque, et comment vous le voyez? Est-ce que vous le voyez sous la forme itinérante du chapiteau? Est-ce que vous le voyez dans un théâtre, dans un lieu fixe? Est-ce que vous le voyez à travailler avec d'autres? Oui, ou la rue, bien sûr, évidemment, j'oubliais, la rue. Comment vous le voyez maintenant que vous avez à la fin de ce cycle? Je sais pas, déjà en sortie, c'est pas évident de monter son truc un peu en solo. Moi, mon petit rêve, ça serait de monter un solo fil clown, voilà. Mais je pense pas que ça se fera directement à la sortie de l'école. Après, si un jour ça se fait et que je monte un cirque ou quelque chose comme ça, je le vois plus effectivement peut-être itinérant, vraiment.
Enfin, je sais pas trop en fait. Je m'imagine pas encore vraiment monter un cirque ou quoi. J'imagine plus monter peut-être un solo, mais qui puisse s'adapter partout. Alors ça, je sais que c'est un peu un rêve aussi, de pouvoir le faire autant en rue, autant en salle, autant sous un chapiteau, pouvoir faire un truc partout. Mais ça, c'est un rêve. Adrienne, La Rue. Alors là, il y avait un point de vue qui était défendu tant par Pierre-Étex qu'Annie Fratellini, et souvent ceux qui ont rêvé le cirque mais qui ne l'ont pas forcément vécu comme Pierre-Étex sont souvent plus royalistes que le roi. Hein. Donc c'était sur le thème, si tu fais du cirque, il faut savoir tout faire, et le minimum, on n'en parle même pas, on dirait dans d'autres vocabulaires, on dirait les prérequis, c'est être acrobate au sol. Hein, tout passe par l'acrobatie. C'est-à-dire que si tu ne fais pas rondade, flic-flac, saut-père, équilibre, écart facial, etc., tu n'es pas un artiste de cirque. Puis après, donc nous, on a dû apprendre les b.a.-ba. Bon, mais il se trouve que, comme on lorgnait déjà vers un théâtre très corporel, on était allé s'entraîner un peu à droite à gauche. Il y avait quelqu'un qui enseignait chez Mouchkine. On allait tous apprendre à faire des sauts périlleux. On s'entraînait à la cartoucherie. Enfin, tu vois, on avait des espèces de bouts de ficelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé complètement vide. Donc, quand Annie et Pierre nous ont dit il faut de toute façon être acrobate, donc j'ai dit OK. Et moi, lorsque j'ai franchi la porte d'Annie Fratellini, nous étions un couple, Dan de Munck et moi-même, et 3 enfants. Ma fille, qui était née de l'époque de l'itinérance, qui s'appelle donc Armance Braun, et qui avait exactement l'âge de Valérie Fratellini. Et elles sont entrées, elles sont montées sur le trapèze avec André Jean, et ça a été évident que c'était des aériennes. Après ça, moi, j'étais un peu entre les deux, puisqu'il y avait Fabien, alors qu'il avait l'âge de tout apprendre, et qui, bien sûr, est monté le premier à la longe, et puis il en a bouffé, etc., etc. Et puis, très tôt, dans le monde traditionnel, on a dit, c'est gentil tout ça, mais il faut avoir un numéro. C'est-à-dire, être artiste de cirque, c'était avoir un numéro. Donc, Loulou Moustier nous a regardés. Le père de Fabien, c'est un grand costaud. Moi, il m'a mis c'est très intéressant, il m'a dit, tu seras porteur. Alors, je lui ai dit, mais moi, porteur, qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a dit, tu es très entraîné, tu es costaud, tu as un cœur lent, tu es quelqu'un de calme, et en plus, une mère n'a jamais raté son fils. Donc, et puis, il faut travailler en famille dans le cirque, parce que sinon, il n'y a que des emmerdes. Les partenaires, ils s'en vont, ils signent 2 ans, ils repartent. Bon, tout ce que rencontre maintenant le cirque actuel. Donc Loulou m'a dit, écoutez, vous allez faire ce que vous voulez, mais moi, ma spécialité, c'est la voltige dans les mains, les banquines, l'école russe, donc 2 porteurs, un voltigeur sur l'espèce de tréteau fait avec les mains, le trampoline humain, on va dire. Et on a dit, le papa et la maman sont les porteurs, les 2 fils, au fur et à mesure qu'ils ont l'âge, qu'ils deviennent trop grands ou trop lourds, avec toutes les permutations liées comme par hasard, le petit devient plus grand, enfin tous les gags liés au métier, ce seront tes voltigeurs. Donc, j'ai pas choisi. Et j'ai dit, mais t'es sûr? Et de toute façon, t'as pas le choix. Moi, je vais vous régler un numéro de banquine. Donc, Dan sera premier porteur. Et c'est psychologiquement très différent. Et toi, tu seras 2e porteur. C'est-à-dire que le 2e porteur, ça demande un certain esprit, c'est qu'il faut jamais décider. C'est-à-dire qu'au moment, si le premier porteur décide qu'entre le 2e et le 3e saut périlleux, il faut reculer, toi, tu dois avancer. C'est comme dans le tango, il n'y en a pas 2 qui décident. Alors, c'est assez étrange comme position. Donc ça a été ma spécialité, et je l'ai menée jusqu'à assez tard, puisque j'ai fini ma carrière, on va dire, de porteur. J'étais pensionnaire au Cirque d'hiver Bouglione, sous le nom des Flips. Donc, du point de vue cirque traditionnel, j'ai vraiment fait mes classes. Tu vois, on faisait 7 sauts périlleux à temps. J'ai encore jamais vu, ni depuis Chalon, on ne s'est encore pas fait rattraper. Voilà.
Donc ça, c'était mon tribut à « vous voulez faire du cirque, eh ben, vous ferez des banquines ». Et puis après ça, mais moi j'ai dit, et moi j'aimerais bien faire quelque chose à moi. Et là, Annie a dit, bah voilà, il y a les disciplines. Alors le trapèze, je dis pas du tout, moi j'ai le vertige, mais visiblement ma fille, ça sera ça. Les deux fils, ils seront voltigeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible dans le catalogue? Et je crois pas que la première semaine, le fil était déjà tendu. On en a fait un peu plus tard, mais j'ai fait du fil, des claquettes, enfin j'ai tout fait, quoi. Et puis un beau jour, elle a dit, écoute, c'est une discipline un peu annexe, mais je vais te présenter Edenac, qui est un des derniers grands magiciens. C'est lui qui a son numéro de corde au Crazy Horse, puisqu'il y avait, je connaissais le Crazy par ailleurs, à cause de toutes mes copines qui étaient danseuses au Crazy. Et lui, il avait un numéro de corde qui faisait sur l'air depuis des années de la Veuve Joyeuse. C'était un truc à hurler de rire. Et il a fait une conférence en expliquant c'est quoi la magie. Et là, ça m'a branché complètement. C'est-à-dire que par-delà son récit, moi, j'ai retrouvé toutes mes études à l'époque de la Sorbonne sur qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle un détournement d'attention. Moi, je me suis dit, si ça, c'est pas le thème de la Méduse, si tu fixes pas ton public, tu t'en remettras pas. Et puis d'un seul coup, cette galerie de femmes possibles, tu vois, de Hécate à Mélusine, à tout ça. Donc, je me suis dit, j'étudie la magie, je passe mon concours, donc j'ai mes concours, j'ai gagné, je crois que j'ai eu le premier prix de je sais pas quoi, un truc quelconque. En fait, ouais, j'ai joué le jeu avec la même férocité qu'en acrobatie. Et ça m'a permis, puisqu'on s'est acheté un chapiteau et qu'on a fait nos premiers spectacles, qui était presque une copie conforme du spectacle d'Annie, mais quand t'imites, hein, tu vas pas... Voilà. Donc tu avais une Madame Loyale, alors comme j'étais toujours vécue dans la troupe comme la patronne, Madame Loyale, enfin tu vois les glissements, la comptable, voilà. Et puis comme il fallait quand même faire des clowns, on nous avait appris, moi j'ai travaillé tout le répertoire clownesque, avec Pierre Etex, Loulou Moustier, tout ça. Je faisais par ailleurs déjà du maquillage à cause de mon passé plasticien, body art et tout. Donc moi j'ai toujours aimé tout ce qui est grimage, etc. Donc je me suis trouvée clown, parce qu'il fallait bien mettre des reprises de clown. Alors, donc j'ai travaillé sur les augustes de soirée, sur l'entrée clownesque, je sais les régler, je les ai réglés pour des tas de gens. Et mon jardin secret, c'était illusionniste. Et du reste, dans les programmes, mon nom de guerre, alors en acrobatie, c'était les flips. Et comme artiste de cirque, c'était Adrienne la magicienne, qui me colle encore aux pattes dans le quartier, dans le 18e, on m'appelle encore Adrienne la magicienne. Alexandre Romanès. Il y a des choses amusantes, on me dit ah oui, mais alors qui a fait la mise en scène? Mais je dis il n'y a pas de mise en scène. Alors on me dit oui, mais enfin il n'y a pas de mise en scène. Puis il y en a qui me disent oui, mon œil, je dis non, il n'y a pas de mise en scène. Et je dis voilà, moi la seule, si on peut appeler ça une mise en scène, c'est pas une mise en scène, mais alors ça c'était très rigolo, j'ai découvert que je ne supporte pas la vulgarité. Je suis mal tombé dans cette époque. Mais donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis moi je mets du rythme. Par contre, les numéros, j'aime pas qu'ils durent trop longtemps. On a coupé le minutage, vous savez, dans les cirques. C'est 8 minutes. On a coupé tout ça. Il y a 30 secondes, 3 minutes, 2 minutes. Bon. Mais quand j'aime pas une chose, on la fait pas. Voilà. Et personne ne s'oppose. Je dis, j'explique pourquoi. Et jusqu'à maintenant, tout le monde m'a suivi. Et comment se monte un numéro? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui vient et qui a un numéro, comme ça se faisait parfois dans le cirque traditionnel? Oui, ça arrive que le numéro soit tout fait. Et moi, je donne mon avis. Je dis, voilà, tu en fais ce que tu veux, mais moi, je pense que voilà, ça, tu devrais le faire comme ça tu devrais pas le faire. Telle musique, et j'impose pas quand même. Mais je crois que je suis assez convaincant. Et quand quelqu'un veut pas, s'oppose vraiment et insiste, je lui dis il faut que tu me le prouves. Tu vas me prouver que pourquoi cette musique est tellement mieux. Et en principe, c'est moi qui gagne. Alors, pour l'acrobatie, nous avons eu notre famille un seul maître,
qui était Loulou, qui est Louis Moustier. Donc c'est lui qui nous a menés jusqu'au plus haut. Et alors il m'a appris, moi, à tenir la longe. Donc la retransmission, il n'était pas là tout le temps. Donc c'est moi qui entraînais. Les parades font partie de l'enseignement. Et puis côté Edirnac, je n'ai appris de lui que la technique. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai un petit côté, on se moque souvent de moi parce que j'ai l'air peut-être un peu extravagante, j'ai un côté bon élève, tu sais, appliqué, je suis une grande lente. Je comprends pas vite, faut m'expliquer longtemps, donc et ça me gêne pas d'être élève de quelqu'un. Je crois que ça c'est important, tu vois. Donc j'ai tout appris. Telle semaine, on faisait passer muscade et instinctivement, je demandais tout de suite si c'était un très vieux tour ou un tour récent. Tu vois, j'analyse seulement maintenant. Mais moi, les choses m'intéressaient que si elles avaient au moins 1000 ans, tu vois, dans la tradition. Donc, tu te dis, si tu vas à Barbès voir le Bonto, c'est une version escroc d'un vieux tour égyptien, à mon avis, qui est passé muscade. Et moi, l'idée... En plus, j'avais l'idée que je referais la route. Après un chapiteau, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai toujours aimé pouvoir partir et gagner ma vie. Donc j'ai dit, ok, passer muscade, parce que tu vas à une table de café, tu mets tes trucs et tout ça, et puis c'est le côté faire plaisir aux gens, tu vois. Et plus tu avances dans la télévision, dans les trucages, etc., plus de voir les gens, à condition que ce soit des adultes, plutôt si possible rationalistes, et tu leur fais un truc, et d'un coup ils se disent, mais attends, j'y crois pas, pour prendre une phrase. Et quand les gens d'un coup s'arrachent les cheveux et disent « Attends, tu me le refais, j'y crois pas, c'est pas possible », c'est le moment où j'aime, parce que j'aime quand même déstabiliser. Et ça, la magie, c'est formidable. Alors après, il y avait la discipline, parce qu'ils apprenaient dans la tradition, c'est-à-dire qu'ils ne te donnaient jamais un tour, tu devais apprendre, et après, tu remontais les fils. Alors un beau jour, Edirnac, je lui dis « Écoute, ton numéro, je te le fais. À mon avis, c'est ça. » Il me fait « Oh, écoute, tu l'as mérité. » Tu as trouvé des systèmes un peu compliqués, c'est beaucoup plus simple que ça, donc je te le règle. Alors il m'a fait cadeau. Donc au début, tu vois, c'était la copie conforme, encore une fois, du numéro qui faisait au Crazy, qui est un numéro qui a quand même beaucoup d'allure. Une part de mimétisme. Complètement, mimétisme. Et puis après, comme quand même je suis une inventatrice. Bon, j'aime inventer. Non, j'ai pas envie de dire créative ou créatrice ou tout ça, parce que ça fait un peu langage branché. Bon, y a un moment donné où le naturel revient, c'est que je passe mon temps à lire. Et là, j'ai toute la mythologie, tout ça qui me revient, toute la symbolique des couleurs, tous les savoir-faire. Et puis après la naissance de Iago, la route me manquait, donc j'ai décidé de prendre un petit camion et puis de partir dans les Pyrénées. Et j'ai vécu que des tours que je faisais en montagne. Et là, j'ai voulu faire un spectacle. Donc, j'ai trouvé dans des tas de bouquins des livres sur les marchandes de vent, au Pirée. Tu vois, les femmes, tu avais les prostituées avant le départ, et puis les femmes qui vendaient des tours. Et là, les marins achetaient des nœuds qui pouvaient dénouer en route pour déclencher des alizés, etc. Donc, j'ai fait un spectacle de magie en solo, avec une vieille complice, Rosine Pfefferman, à la contrebasse, free jazz, et puis où je racontais l'histoire des magiciennes, et puis les nœuds qu'on enterrait. Et puis là, j'ai un peu arrêté parce que je suis tombée sur un fond de superstition. Je ne pensais pas que la France était superstitieuse à ce point-là, ce qui fait que je me faisais rattraper. On me demandait de dénouer des jeteux de sorts. Donc j'ai découvert un double public. Il y avait ceux qui étaient là, puis ceux qui m'attendaient à la sortie. J'ai partagé le monde en deux. D'un côté, il y a ce qui est poétique, ça existe pour moi. De l'autre côté, il y a ce qui n'est pas poétique. Et ça, je ne le regarde même pas. Donc, tout ce qui entre ici, il y a une sorte de tamis invisible que j'ai dû dresser quelque part. Un tamis où tout ce qui passe dedans doit être poétique. Ressort poétique, en tout cas. J'y peux rien, c'est comme ça. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y avait une fille qui faisait un assez joli numéro d'ailleurs, et puis elle voulait être engagée, mais moi je sais pas, je trouvais qu'elle n'était pas poétique, elle n'avait pas de charme, elle n'avait pas de... Je la trouvais un peu vide. Et puis elle venait très souvent, et puis moi je lui disais écoutez non, alors elle avait montré son numéro, tout ça, les photos, le numéro, puis elle revenait. Et puis un jour, elle revient un peu énervée, et puis
Parce que je lui disais toujours non, je ne peux pas vous prendre. Et puis, c'est délicat, qu'est-ce qu'on peut dire à... Puis c'est toujours embêtant de faire de la peine aux gens quand même. Et alors, elle me dit, écoutez, il faut vraiment me dire pourquoi vous ne voulez pas me prendre. Je lui dis, écoutez, je vais vous dire la vérité, toutes les filles qui sont là, elles sont là parce que je suis amoureux d'elles. Et je suis désolé, mais je ne suis pas amoureux de vous. Et la fille l'a bien pris, elle m'a dit, ah oui, alors là, je comprends. Là. Donc je vous embêterai plus, je viendrai plus vous. Je viendrai plus. Bon voilà, c'est comme ça. L'amour, c'est la spiritualité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre que le simple exploit ou la simple performance. Oui, l'exploit, c'est bon pour les Jeux Olympiques. Ouais, ça a autant d'intérêt que les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, moi, je trouve ça dommage que ces choses existent. Mais enfin bon. Ça fait partie en fait des domaines avec lesquels vous avez rompu par rapport à votre famille, c'est-à-dire l'exploit, une certaine manière avec les animaux aussi, qui n'est plus la même. Mais alors Jean Genet, lui, il avait une autre vision des choses à propos des animaux. Moi, j'ai été dompteur, j'ai eu des lions, des tigres, et bon, je trouvais que c'était pas, moi, j'en avais pas besoin, voilà. Et je trouvais que c'était pas utile dans un cirque. D'ailleurs, on n'en a pas nous au cirque Romanès, et puis ça marche très bien. Et alors, j'ai eu beaucoup de discussions avec Jean Genet sur les animaux. Et puis un jour, il était un petit peu agacé, il me dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Voilà. Quand les Athéniens ont construit le Parthénon, les carrières étaient assez loin et ils mettaient les pierres sur le dos des ânes. Puis les ânes allaient dans tous les sens. Et ils n'y arrivaient pas. Les ânes n'arrivaient pas jusqu'à l'endroit de la construction du Parthénon. Alors ils se sont réunis, puis ils ont dit, voilà, il n'y a qu'une solution, c'est de leur crever les yeux. Et là, on va les envoyer dans une direction et ils vont arriver. Et alors, les Athéniens ont fait ça. Et Jean Genet me dit, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'ai dit non. Moi, je ne crève pas les yeux des ânes. Et non, puis le Parthénon, pour moi, c'est pas important. Et je lui dis, et toi? Elle me dit, moi, sans hésiter, je leur crève les yeux. Oui, donc, lui, l'idée que c'est triste, les animaux sont en cage, et il était plus réservé que ça. Lui il m'a jamais dit oui, tu avais des fauves et puis c'était pas bien. Il m'a jamais dit ça. Il m'a pas dit que c'était bien, mais il n'était pas contre. Alors là, on parle peut-être du chapiteau en tant que tel. Voilà. Et là, l'intérêt, c'était la coupole. Alors là, ça m'a aidé à comprendre que c'est pas tant le cercle qui m'intéressait que la sphère. Tu vois, et d'un seul coup, avoir un en haut, alors on retrouve bien sûr ce qui est en haut, ce qui est en bas, le tarot, mais l'idée qu'on pouvait aussi bien lever la tête que jouer dans l'autre sens, et l'idée que les choses sont permutables, et que les gradins, on peut les inverser. Et moi, quand j'ai vu mes jeunes collègues s'acheter des chapiteaux, puis ensuite aller s'acheter des rideaux noirs, et puis ensuite des portants pour transformer tout ça en boîte noire, donc je me suis dit qu'ils avaient acheté leur chapiteau pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire prendre la route, être autonome, mais que quelque part, ils le reconstruisaient plutôt en théâtre forain qu'en cirque. Parce que si tu prends même les cirques en dur, ils étaient en dur, mais il y avait les accroches, pas chez tous, hein, parce qu'on a aussi des exemples de moitié piste, moitié théâtre et tout, peu hybride, voilà. Ouais. Alors que moi, je reste sur l'idée du cercle, même si on le coupe, comme on a fait avec Buren, mais à ce moment-là, c'est un acte de réflexion, un acte, j'ai envie de dire contemporain. Là, c'est sur la vision. C'est accentué, non, je viens de le décrocher, sur les dessins de Paolini, sur la perspective, les enjeux de la perspective. C'est-à-dire réaffirmer que c'est pas vrai qu'on a une vision globale, qu'on n'a que des visions partielles, et de le matérialiser. Mais j'aime bien qu'au point de départ, on soit à l'intérieur d'un globe. Stéphane Ricordel et Laurence de Magalaès. Le fondamental du cirque qui vient de là, c'est qu'une famille de cirque, c'est pas inventé pour rien. C'est qu'effectivement, avec ton fils, avec ton père ou avec ta mère, ou ton frère ou ta sœur, tu es capable de faire des choses que tu n'es capable de faire avec personne d'autre. Parce que tu as ce rapport
mais d'une force monstrueuse. Enfin, tu vois, moi, mon fils, pour rien au monde, je le laisserais tomber. Voilà. Bah, ce truc-là, tu l'as avec ton partenaire au cirque et tu l'as jamais au théâtre. Ça... Moi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des cours, j'avais besoin de ce rapport avec quelqu'un, j'avais besoin de tenir quelqu'un pour pas qu'il tombe. Ils travaillent jamais comme ça. Enfin, tu vois, j'ai rarement vu des comédiens travailler dans ce sens-là. Donc ça, c'est sûr que c'est un des fondamentaux du cirque qui est inaccessible au théâtre ou à la danse. À la danse, il y a le porté, mais le porté, c'est un faux semblant. Enfin, c'est une fausse valeur chez eux, alors que chez nous, c'est une vraie valeur. Parce que nous, c'est plein de trucs. C'est-à-dire que quand tu portes quelqu'un, quel qu'il soit, tu as un rapport à son haleine, tu as un rapport à sa sueur, tu as un rapport à son odeur, tu as un rapport à tout. À son énergie, à énormément de choses. Donc c'est vraiment c'est une espèce d'abnégation. C'est-à-dire que quand tu portes quelqu'un et que tu le remontes sur le cadre et que tu fais une erreur et que son bras glisse et que tu te prends sa sueur dans la bouche, que tu l'avales, enfin tu vois, c'est des trucs comme ça, ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire que les actes physiques, en fait, ramènent à une solidarité extrême du groupe, en fait. Oui. Et puis, alors là, c'est encore plus fort dans le trapèze. Et alors, en tout cas, ça, c'est un truc qu'on a toujours défendu, enfin, qu'on a toujours dit. Pourquoi les Arceaux étaient un collectif? C'est pas juste pour la jolie histoire d'être tous payés pareil, c'est parce que réellement, quand t'es là-haut, t'es obligé de faire attention à tous ceux qui sont là-haut. Si à un seul seconde tu fais pas attention à celui qui est là-haut, qui est à côté de toi, ça peut pas marcher. Donc t'es obligé de régler tes problèmes au sol. Tu montes pas là-haut si tu t'engueules. Enfin, a priori, ça nous est arrivé, mais c'est vraiment, il faut préserver ça. Et donc ça, on l'a étendu à la compagnie entière. C'est-à-dire qu'on était capables tous de vivre sur le même modèle, même les gens du sol. Donc ça, c'est une vraie vérité. Ouais, c'est très bien. Que dans les compagnies de théâtre, on en connaît plein où tu montes sur scène, tu t'es pas parlé pendant la journée, tu te parleras pas juste après le spectacle, et puis même tu te détestes, et puis c'est pas très grave. D'ailleurs, t'es un bon comédien, tu sais passer au-dessus de ça. Alors qu'au trapèze, tu passes pas au-dessus de ça. Quand t'as une rancœur ou un truc là-haut avec le personnage que tu vas tenir dans tes bras, faut être costaud pour le tenir dans ses bras. Mais bon, il y a des trapézistes qui fonctionnent pas comme nous, hein, mais c'est super important. C'est un des fondamentaux du cirque. Voilà, ça. L'arrêt des Arceaux, c'est pas uniquement sur les accidents, quelle est la raison? Il y en a plein en fait. Non, la raison principale, c'était de se dire, ça remonte donc au début de notre histoire en 93, où on s'est dit, voilà, on monte ce collectif, donc on a un bon noyau déjà, et le jour où beaucoup de gens voudront partir de cette histoire, on arrêtera ce collectif. C'est-à-dire qu'il part de là, on était 10 à l'époque, et on restera... il terminera quand 4, 5 personnes, 5 membres de cette compagnie voudront partir. Parce que, voilà. Donc en fait, on est parti de ça. Donc premier spectacle, entre le premier et le deuxième, personne n'a bougé. On a pris des personnes, mais le groupe est resté. Et entre le deuxième et le troisième, là, on a commencé à avoir des piliers qui ont décidé de partir parce que fatigue, parce qu'ils ont envie d'autres choses, etc. Donc on s'est dit, là, on a fait un tour de table et on s'est dit, voilà, on fera le troisième et dernier spectacle. Voilà, parce que pour certains, dans les gens de la base, il y avait 2-3 personnages qui déjà étaient un peu trop âgés pour continuer. Et voilà, donc il y avait encore 4-5 membres qui allaient de nouveau partir. Voilà, donc on s'est dit que ce serait plus les Arceaux à cette époque, à ce moment-là. Ouais. Mais ça revient à ce dont tu parlais juste avant, c'est-à-dire cette espèce de fondamental du cirque où on a recréé une famille. Alors c'est pas dans le côté familial, mais où cette confiance, ce rapport de gens, tu le crées pas comme ça du jour au lendemain. Tiens, je prends un partenaire, hop, t'es un nouveau trapéziste. C'est vraiment un travail sur le temps et on l'a créé avec les Arceaux entre nous. Donc voilà, les piliers partant, il aurait fallu prendre une équipe de jeunes, de nouveaux arrivants, donc reformer toute cette dynamique autour de cette confiance entre nous, de tout ce rapport-là, enfin, ce lien très fort, parce que... On a ressenti déjà entre Yacine et Lakala, avec des gens qui étaient partis, des nouveaux arrivants, beaucoup de nouveaux arrivants sur Lakala, et ça n'a pas été la même qualité, alors pas pour la qualité artistique, parce que je pense que tout le monde a encore travaillé, mais pour la qualité de vie qu'on s'était offert sur les Arceaux, c'était pas la même déjà, on avait senti qu'il y avait déjà, voilà, il y avait un passé pour certains 10 ans d'histoire, et pour d'autres... Voilà, pour d'autres qui arrivaient comme ça, et puis en plus arriver aux Arceaux aujourd'hui, ça correspondait à arriver dans un rêve, quoi. Or c'est effectivement un rêve, mais ça n'empêche qu'à l'intérieur c'était quand même une entreprise qui bossait énormément, quoi. Voilà, c'était quand même un truc bien structuré, les Arceaux, c'était... Voilà. Donc voilà, donc on l'a fait pour ça, des corps fatigués aussi, des corps fatigués. Johan Le Guilherme. Je travaille exactement dans le même espace, vraiment le même espace, avec une entrée et un vomitoire.
qui permettait justement à pouvoir faire sortir les chevaux et rentrer les lions, par exemple, et qui ne se croisent pas. Et puis de chercher des choses qui ne se font pas ailleurs, que l'homme ne peut pas voir ailleurs, de manière à l'intéresser et que finalement l'espace dans lequel il est installé, qui est un espace donc, où toutes les assises convergent vers le centre, et du sens, puisque, à mon avis, donc c'est ce qu'on doit montrer dans l'espace des points de vue sont des choses qui ont la capacité de créer l'espace des points de vue. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, des choses rares qu'on n'a pas l'habitude de voir et que si elles sont installées dans une rue où il n'y a pas de gradin ou de chaises qui convergent vers le centre, les gens vont naturellement former cet espace. Tatiana, élève du CNAC, 19e promotion. J'ai découvert le cirque par la télévision en fait, donc c'était souvent c'était que du traditionnel, c'était sur France 3, France 2, enfin je sais plus trop. Quel type d'émission vous vous souvenez, c'était quoi? C'était par exemple c'était juste une rediffusion télévisée d'un cirque qui s'est... C'est pas Monaco, etc., des choses comme ça? Si, les festivals aussi, beaucoup, Festival de Monaco, toutes ces choses-là. Ouais. Et ça vous avez impressionné en fait? Je sais pas si ça m'a impressionné. Je sais que je regardais à chaque fois, mais souvent ça m'agaçait. Mais je continuais quand même à regarder. Du coup, voilà. Et vous avez réussi à déceler qu'est-ce qui faisait qu'au fond, vous ne fermiez pas le poste carrément, ou ne l'ouvriez même pas, mais qui était le point? Il devait y avoir un point quand même à l'intérieur de ça qui devait vous retenir un peu. Mais j'étais impressionnée par ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient capables de faire. Et en même temps, quand je voyais les filles sur scène, ça m'énervait. J'aimais pas du tout. Quand je voyais les strings, les paillettes, ouais, voilà, ça m'énervait. Mais derrière ça, vous voyez qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant et d'important. Ouais, il y avait quelque chose. Et alors, donc, ça a dû quand même vous impressionner à un certain point, puisque après vous allez passer vers la pratique. Et en fait, ce passage, il se fait comment C'est le hasard en fait, parce que j'étais dans une ville où il y avait une école de cirque et un soir dans une fête de quartier, il y avait un funambule qui traversait 2 immeubles en fait. Et du coup je suis restée scotchée devant et j'ai pas dit un mot et je me suis dit je veux faire ça mais moi je ferais ça mieux. Et à partir de là, ma mère a dû voir que c'était quelque chose qui m'avait plu. Du coup, elle m'avait inscrite à l'école parce que j'avais tout juste 8 ans, du coup, je pouvais y rentrer. Et voilà, ça a été funambule à fond pendant 14 ans. Et c'était quel type d'enseignement Traditionnel. C'était un ancien traditionnel qui a monté une école de cirque, en fait. Du coup, c'était très, très traditionnel. Et c'était toutes les valeurs du cirque. Et comment vous les définiriez, ces valeurs, en fait C'était... ce que je me souviens, parce que ça remonte à loin quand même, c'est que je suis arrivée là-bas, j'étais timide, hyper introvertie et j'avais un peu peur de tout. Et c'était un peu prendre quelqu'un par la main et puis essayer de lui montrer qu'on était capable de faire, que tout le monde était capable de faire ça. C'était ça en fait, que tout le monde pouvait faire du fil, tout le monde pouvait faire du trapèze, c'était un enseignement et ça s'apprenait. Et moi j'étais fascinée par le fil, fascinée par tout ce que les autres faisaient déjà, parce que elle existait déjà depuis un petit moment cette école. Ils faisaient du monocycle, du vélo, tout ça sur un fil, je comprenais pas comment est-ce que ça pouvait être possible et du coup je voulais le faire pour comprendre en fait. Et vous avez identifié le fait que le fil vous ait retenu à ce point-là? Vous voyez à peu près qu'est-ce qui fait que c'est ça et pas autre chose en fait? Je sais pas, c'est peut-être par rapport à la symbolique du fil, le fait d'être, je sais pas, toujours peser le pour et le contre, toujours être là mais au-dessus, d'être avec les gens mais toujours plus loin, un peu ça, ouais. Et dans ce temps de Chalon, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est vraiment ancré? Selon vous, vous êtes sûr? C'est piocher vraiment partout pour pouvoir faire une discipline, pouvoir faire ce qui me correspond et pouvoir le faire sur le fil et trouver ma propre personnalité sur le fil et pas copier ce qui a déjà été fait avant et qui a été fait 10 000 fois mieux que moi avant parce que c'était toute une génération qui faisait que ça et qui ont été à un niveau mais incroyable. Moïse Touré. Je vis un double paradoxe, c'est-à-dire l'idée première il y a 10-15 ans, c'était comment injecter à la fois de la modernité, mais au-delà même de la modernité, comment injecter presque de l'histoire
puisqu'on a travaillé sur les corps, on a travaillé à travers des textes d'Heiner Müller, on a travaillé jusqu'à la question de l'Holocauste, par exemple ce fameux texte d'Heiner Müller, ce poème sur le savon, l'odeur du savon, l'odeur des corps. Donc, et aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que, au fond, ce travail-là, il était intéressant parce qu'il il venait en choc avec une tradition, avec un récit, qui était le récit du cirque, qui était le culte même des corps, la performance. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est de dire presque, remettons du récit, remettons de la performance physique, remettons le culte du corps au centre pour qu'on puisse l'interroger par rapport à l'histoire. Tu vois, donc c'est effectivement, on est comme deux projets complètement. À la fois, j'étais dans presque un projet de lumière, et je suis dans un projet presque d'ombre là. Artiste de cirque, c'est assez complet. C'est-à-dire que tu touches au corps, au physique, donc au mouvement, donc tu te rapproches de la danse. Donc on peut te faire croire en tant que jeune artiste de cirque, puisque tu prends des cours de danse, que t'es pas loin de la danse contemporaine, puisque tu bouges bien, tu sais faire de l'acrobatie. Tu as un sens du rythme parce que le jonglage, l'acrobatie, tout ça, il y a du rythme. Donc d'un seul coup, on peut te faire croire que tu es danseur, et même on t'a même carrément fait croire, puisqu'on a pris des chorégraphes qui sont venus mettre en scène des jeunes de cirque et qui ont trouvé des jeunes de cirque très très bons et qui se retrouvent des danseurs. Donc on peut croire que tu es danseur quand tu es artiste de cirque. Avant les circassiens, ils faisaient tous de la musique. Donc vous pouvez croire qu'un circassien était musicien. Et comme il y a le côté un peu manouche, tout le monde joue un peu de trompette, un peu de sax, un peu de machin, mais super mal, mais c'est pas grave, tout le monde joue un petit peu de trucs. Donc tu es aussi un peu musicien. Et puis tu es en scène, donc tu as un rapport au public, donc tu joues un rôle, donc tu es comédien. Donc tu es un comédien parce que tu sais faire des grands yeux, ou ceci, ou parce que tu bouges bien, et puis d'un seul coup, puisque tu es comédien, tu peux mettre 3-4 paroles, tu vas savoir les dire, donc tu vas être acteur. Donc voilà, d'un seul coup, l'homme cirque, il est homme à tout faire. Et là, ça, j'y crois pas du tout. Et effectivement, comme tu dis, il y a des fondamentaux, et quelqu'un de cirque, c'est un très bon trapéziste, un très bon jongleur, un très bon machin. C'est pas obligatoirement un très bon danseur, c'est très rarement un très bon comédien, encore moins un acteur, enfin tu vois, quelqu'un qui sait poser sa voix et qui sait donner de la grandeur à un texte. Alors par contre, ce qui pourrait se passer aujourd'hui, je pense, et j'aimerais que ça se passe, c'est qu'on pourrait mélanger le cirque avec le théâtre, mais d'une façon différente. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens suffisamment mûrs en cirque, qui ont pratiqué le cirque suffisamment longtemps, 20, 25 ans d'expérience de cirque, qui ont réussi à faire des mises en scène, parce que aussi la mise en scène, tu as plein de gens qui collectivement font de la mise en scène, mais la mise en scène, ça prend. Enfin, tu as des gens qui sont doués pour ça, d'autres pas. Il y a plein de compagnies qui font leur propre mise en scène, et ils mériteraient vraiment d'avoir quelqu'un qui leur dit stop, c'est pas comme ça que ça marche, il faut travailler. Donc il pourrait y avoir aujourd'hui des gens de cirque, metteurs en piste, qui mettent en scène du théâtre. Et je pense qu'il pourrait y avoir un truc, une nouvelle forme qui n'existe pas, mais une vision de quelqu'un qui a ça, et qui prenne vraiment des comédiens, enfin vraiment qui s'attaquent vraiment. Alors peut-être pas au texte, peut-être qu'il faudrait qu'ils prennent un dramaturge avec eux pour pouvoir avoir la notion de ce que c'est qu'un texte, et de ce que ça veut dire, et de comment traduire ça, mais en tout cas de la spatialisation et de la mise en espace d'une scène de théâtre, ça pourrait être intéressant que quelqu'un de cirque s'y attache. L'école du CNAC, fondée en 1986, le Centre national des arts du cirque, cristallise cette croisée des chemins et les questionnements sur l'initiation. À la transmission par l'enseignement des maîtres, va-t-on définitivement substituer l'hybridation des genres, le mélange, au risque de la disparition des spécificités des arts de la piste et de leur histoire? Une chorégraphe comme Fatou Traoré répond par La Part du Loup, son spectacle de fin de la 19e promotion du CNAC. Le metteur en scène Moïse Touré, qui lui succède avec Georges Lavaudan pour 2009, s'attache à renouer avec ce récit des origines circassiennes qui mêlait symbole de l'héraldique chevaleresque, théâtre du globe shakespearien et culture populaire. L'avenir appartient à ces jeunes élèves du CNAC, Tite, Paula, Tatiana, qui cherchent dans les prémices de leur art les réponses à ce devenir du cirque. Une voie a déjà été tracée magistralement par Johan Le Guilherme et ses pratiques minoritaires, ou le jongleur Jérôme Thomas, qui déclara un jour « Là où il n'y a pas cercle, il n'y a pas cirque ». Fatou Traoré. La façon dont le cirque se relie au mouvement, c'est une espèce de... Il y a quelque chose qui a à voir avec les yogis, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un dépassement de limites. La danse, c'est une union avec l'univers, une espèce de... C'est la danse des étoiles, c'est la danse des émotions, donc ça se passe complètement ailleurs. L'acte circassien, le gars qui s'envoie en l'air, va avoir une émotion particulière et il va peut-être être accroché à cette émotion et c'est pour ça qu'il fait ça.
le fait de mettre sa vie en danger, le fait de se dépasser, c'est ça qui le relie. En tant que danseur, c'est pas ça. Peut-être que le mouvement, c'est plutôt donner à voir une émotion. Ça peut être une clé. Donc, c'est comme si le mouvement pour faire les choses n'était pas le même. Alors maintenant, au niveau du circassien, ça lui demande, pour pouvoir atteindre cette émotion à laquelle il est accroché, de devoir développer une technique pour pouvoir réaliser ça sans se massacrer. Parce que il y a vraiment enfin, je veux dire, jonglage, ça va, se prendre une balle sur la tête, c'est encore gérable. Mais il y a vraiment des disciplines qui sont... oui, où on met sa vie en danger. Et c'est quelque chose qu'ils savent. Même si parfois, ils ne doivent jamais l'oublier d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est fondamental quand même chez eux. Tandis que la danse, même si on peut se blesser, etc., cette espèce d'union avec l'invisible, qu'on rend visible, c'est là que ça se passe. Donc pour eux, c'est aussi toute une autre façon de fonctionner. Donc mécaniquement, ils ont peut-être tous les outils pour le faire, mais on sait bien que ce qui fait la magie d'un artiste, c'est pas seulement sa mécanique, c'est son esprit. C'est comment il est relié à quelque chose de plus vaste que lui-même. Jörg Müller. Pour moi, dans le cirque, il y a quelque chose dans le faire, de faire des choses. D'abord, c'est un peu comme un artisan, se frotter aux matériaux. Donc mon cheminement, moi je suis jongleur au départ. Je suis toujours jongleur d'ailleurs. Et après, j'ai passé par la danse improvisation, par l'improvisation cirque. J'ai travaillé avec une danseuse, Kitso Dubois, qui nous a fait travailler beaucoup dans l'eau sur l'idée de l'apesanteur. L'impro, c'est quelque chose qui est revenu tout le temps, et cette chose de faire des choses, de se plonger dans quelque chose. Et là, ce projet, il est en plein dedans, on ne peut pas échapper. C'est ça qui me plaît avec ce tube d'eau, que les gens qui y vont, ils peuvent que y aller pleinement. On peut jouer un tout petit peu, mais il y a une contrainte tellement énorme qui est le 360 degrés. Donc ça vient aussi du cirque. Ça, c'est une envie de moi. Moi, j'aime bien ça. Ça donne une tridimensionnalité, aussi quelque chose qui nous échappe complètement de qu'est-ce qu'on montre, parce qu'on est vu tellement de tous les côtés qu'on ne peut pas, comme sur une scène, montrer vraiment juste une silhouette, quelque chose qui est plus en deux dimensions. Là, ça nous échappe, donc on peut y cueillir pleinement parce qu'on est vu de tous les côtés. Et après, cette chose de s'immerger, c'est du cirque. Et moi, j'ai l'impression... Donc moi, je suis passé aussi par le Feldenkrais. J'ai fait une formation sur le corps pendant 4 ans, suite à des blessures dans l'âge du circassien qui se blesse, qui s'abîme un tout petit peu. Donc, du coup, ça m'a ouvert aussi plein de choses, d'idées, de manières de réfléchir. Et là, l'eau, c'est... je me sers beaucoup de la jonglerie, et j'ai l'impression de me jongler moi-même dans ce tube. Donc, c'est comme un jeu. La jonglerie, c'est comme jouer. Est-ce que vous voyez à ce geste-là, qui est assez radical et qui est très beau, est-ce que vous voyez une généalogie dans quelqu'un d'autres personnes qui auraient travaillé sur la même chose, ou pas du tout? Alors, c'est quelque chose qui a surgi comme ça Ah oui, tu parlais de références. Oui, il y a des choses comme Guidini, et de s'attacher avec des chaînes, des choses comme ça. Il y a un mois, je viens de jouer à Limoges, il y avait plus que 1000 spectateurs sur la place. Il n'y avait que ce petit tube en plein milieu. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait ma mort. Il voulait me voir me noyer dans ce truc.
Et moi, je propose pas du tout ça. Donc moi, je travaille pas sur la limite de mon apnée. Moi, je travaille plus sur des séquences. Donc j'essaye de construire mes séquences semi-improvisées, je dirais, sur une durée de ma respiration, sans jamais forcer trop sur la machine, parce qu'après, il faut que je récupère. Donc je fais pas du Houdini. Mais j'ai l'impression que les spectateurs, ils ont envie de ça. Le spectateur, il est là, il dit « Ah, vas-y !» Voilà, comme à Limoges, noie-toi, fais quelque chose. Houdini aussi, il y a un truc vraiment comme le tube, sauf c'est carré, avec les chaînes dedans, il s'est noyé dans l'eau. Oui. Voilà. Après, la performance, ce que je trouve rigolo avec ce projet, mais ça c'est un peu avec mon travail en général, j'ai l'impression, c'est avec les tubes jonglés, ça se programme un peu dans n'importe quoi. Donc nous, ce tube, on l'a joué dans des fêtes de village, avec un village qui a peut-être 300 habitants, comme à la halle de Scarbeck dans le festival de performance, où c'est vraiment trash avec... comme dans un festival pour enfants, comme dans des festivals de danse, dans les festivals de cirque, de théâtre, de musique. Il y a un peu, ça peut se jouer un peu n'importe où. Et du coup, quand c'est programmé en danse, les gens ils trouvent que c'est de la danse. Quand c'est programmé en cirque, ça devient du cirque. Après, c'est un spectacle pour enfants. Et après, voilà. If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon? If Napoleon, if I told him? L'espace contraint la pratique et le savoir-faire. Donc, quand on travaille dans un cirque, il faut savoir distribuer l'information à tout le monde, puisqu'il y a du monde partout. Johan Le Guilherme. Ou de distribuer une information sur une face et une autre sur l'autre face. Mais ça, c'est très différent, ça engendre un savoir-faire très différent des pratiques frontales, quoi. Et je pense que là est la différence entre les pratiques frontales et les pratiques circassiennes. Par contre, je pense qu'on peut tout mélanger au cirque. Mais si on mélange tout dans un espace circulaire, j'appellerais ça du cirque. Si on mélange tout dans un espace frontal, on appellera ça comme ça s'appelle déjà. Exactly as resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and... Le choc, il est que nous, on est encore dans l'enfance du cirque. Eux, ils sont dans l'âge adulte du cirque. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dépassé, ils ont fait ils sont allés plus vite que nous. Nous, on est encore dans l'émerveillement de ce que c'est que le cirque. On n'a pas, on n'a pas enregistré la fin de l'histoire, la rupture. Donc effectivement, c'est un choc. Eux, ils ont déjà enregistré, ils ont presque acté le fait qu'il y a eu la fin de l'histoire du cirque. Donc comment cohabiter les deux? Donc au fond, presque c'est nous qui amenons le récit du cirque. Donc notre problème, c'est de les convaincre qu'il y a en tout cas au-delà de la nécessité, qu'il y a une faisabilité de ce récit encore. Et presque, on est en train de presque leur demander de nous aider encore à continuer à vivre notre récit. Donc c'est en ça où on peut pas faire du théâtre au sens remplacer quelque chose par quelque chose. Notre savoir-faire, même presque, je dirais, c'est pas ça l'objet. L'objet, il est, au fond, est-ce que en repartant à l'école du cirque, c'est pas pour nous-mêmes de se raconter l'histoire. C'était Piste, les transmissions du cercle, avec Johan Guilherme, circassien, Adrienne Larue, magicienne et foraine, Alexandre Romanès, poète de cirque gitan, Stéphane Ricordel et Laurence de Megalaès, Fatou Traoré, chorégraphe,
Moïse Touré, metteur en scène, Jörg Müller, jongleur, et les élèves du CNAC, 19e promotion, Paola, trapèze ballant, Tatiana, funambule, Tite, fil. Secret, monstration, la motte de Johan Guillerme, le chapiteau des destins croisés d'Adrienne Larue, Alexandre Manès, dernier livre dans la collection blanche Gallimard, Paroles perdues. Royaume forain, une émission de Yann Ciré, réalisée par Gaël Gillon, mixage Catherine Dérété.